Le Bitcoin, avant d'être considéré comme une réserve de valeur dont il semble désormais plus que jamais destiné, a été pensé par Satoshi Nakamoto comme étant un système de paiement peer-to-peer où l'on s'échange des Satoshi, donc la plus petite unité du Bitcoin, pour effectuer telle ou telle transaction. Cependant, à aujourd'hui, cette idée primaire de la première crypto-monnaie du marché semble quelque peu dépassée, et cela pour plusieurs points. Premièrement, la conceptualisation même du BTC. En effet, son système ne permet pas une forte scalabilité de par son caractère ultra sécurisé, et surtout la création de ces blocs est de seulement 1 toutes les 10 minutes. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de seulement 3 à 7 transactions par seconde sur BTC, alors que sur les pontes des Layer 1, on peut voir des centaines voire des milliers de transactions effectuées par seconde. C'est le cas notamment des blockchains comme Solana ou encore Avalanche. Cependant, il est à noter ici que c'est souvent fait au détriment de la décentralisation et de la sécurité du réseau. Ce qui donc fait que le Bitcoin n'est pas scalable, c'est justement donc son fort caractère décentralisé et sécurisé. Et deuxièmement, comme on l'a dit en préambule, c'est son aspect de réserve de valeur. Depuis quelques années en effet, le Bitcoin apparaît de plus en plus comme étant un actif bon à détenir pour pouvoir se protéger des dérives du monde financier classique, tels que d'éventuels cracks boursiers ou d'événements d'hyperinflation par exemple. Et donc c'est pas pour rien qu'on appelle le Bitcoin l'or numérique. Et ça, c'est un phénomène qui est nettement visible et que l'on peut apercevoir au jour le jour et dont on parle souvent dans les quotidiennes. C'est que les particuliers et autres accumulent toujours plus de Bitcoin, des Bitcoins qui vont garder en main propre et qui vont conserver comme une valeur refuge. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le pourcentage de BTC holders sur le long terme exécute ATH sur ATH. Et donc vous l'avez compris, ici on est moins sur l'aspect d'échange peer-to-peer comme pensé initialement. Et d'ailleurs, cette problématique elle est présente depuis un moment sur Bitcoin. En 2017, suite à une période de débat et de désaccord au sein de la communauté Bitcoin sur la manière de résoudre les problèmes de scalabilité dont on vient de parler, est né Bitcoin Cash. Pour résumer brièvement, à l'époque Bitcoin connaît une popularité qui est croissante, sauf qu'on va à peine commencer à découvrir les premières problématiques. En effet, les blocs sont vite devenus pleins, ce qui a entraîné des frais de transaction élevés et de nombreux retards dans les confirmations. Suite à ça, certains membres de la communauté ont proposé d'augmenter la taille des blocs pour pouvoir résoudre ce fameux problème, tandis que d'autres ont plaidé pour une solution hors chaîne comme le Lightning Network. Le désaccord conduira à une scission majeure et en août 2017, ceux qui voulaient augmenter la taille des blocs ont créé Bitcoin Cash avec donc l'ambition de rendre la volonté première de Satoshi Nakamoto concrète, délivrer un système de paiement peer-to-peer optimal. Sauf que là aussi, ça ne reste que mon avis, mais Bitcoin Cash demeure comme un petit flop. Peu de personnes l'utilisent et le fait qu'il ait l'image d'une copie de BTC entache quelque peu le bon sens, il est vrai, du projet. Parce que oui, in fine, il n'y a qu'un seul et unique Bitcoin, le tout premier. Alors jusqu'à présent, une question est restée en suspens au sein de l'écosystème. Aura-t-on un jour un projet crypto aussi sécurisé et décentralisé que Bitcoin et qui sera apte à être utilisé comme système de paiement fonctionnel avec donc une forte scalabilité? Vous l'avez donc compris, ici on introduit le projet Kaspa, un projet qui pourrait parfaitement répondre à cette problématique. Avant qu'on présente en long et en large Kaspa, je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. Si ce genre de vidéo projet te plaît, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Ce genre de vidéo est assez fréquente sur la chaîne, donc je t'invite vivement à nous suivre. Maintenant que c'est fait, on peut attaquer tranquillement la présentation de Kaspa. Déjà, ce qu'il faut noter avec Kaspa, c'est que c'est un projet crypto qui ne fait rien comme les autres, dans le sens où c'est ni une blockchain ni un DAG. Un DAG, c'est un système qui est un peu moins fréquent mais que l'on retrouve sur des blockchains à succès comme Phantom ou encore Hedera. Non, là Kaspa, c'est une combinaison des deux mondes, c'est ce qu'on appelle un block DAG. Alors je vais pas revenir ici sur les spécificités de la blockchain et d'un DAG. Pour ça, je vous invite à aller checker la vidéo sur Phantom où l'on traite plus en longueur du sujet. Mais pour Kaspa, ce qu'il faut comprendre, c'est que le block DAG serait l'assimilation parfaite des deux technologies pour avoir un projet de Layer 1 hautement sécurisé et ultra scalable. Le block DAG est donc l'architecture mêlant le DAG, le graphe orienté acyclique, un système basé sur le consensus Nakamoto qui est propre au Bitcoin, un système de consensus qui utilise l'algorithme de hachage qui AVH et le consensus de Proof of Work. Le fait d'utiliser les mêmes systèmes que le Bitcoin va lui garantir une forte décentralisation et une grosse sécurité, et le DAG lui va lui permettre de traiter plusieurs blocs simultanément, ce qui le rend pour le coup beaucoup plus évolutif que Bitcoin. Grâce à cette technologie, Kaspa peut se vanter d'exécuter un bloc par seconde et tablerait dans les prochaines semaines, prochains mois sur une dizaine de blocs, voire même une centaine par seconde. Les blocs contenant environ 200 transactions par seconde, cela en ferait la blockchain d'infrastructure la plus sécurisée, la plus décentralisée et la plus scalable au monde. En fait, pour comprendre, à l'intérieur d'un bloc DAG, le processus se démarque significativement de celui d'une blockchain traditionnelle. En effet, plutôt que de suivre la règle de la chaîne la plus longue, Kaspa considère la chaîne principale comme étant la plus lourde. Ainsi, d'autres branches peuvent exister et se développer en parallèle. Cette approche évite les blocs qu'on dit obsolètes ou encore orphelins. Non, là en effet, tous les blocs sont enregistrés. Cette structure lui permet une génération de blocs plus fréquente tout en résistant efficacement aux attaques de double dépense. En comparaison donc à Bitcoin où les blocs font référence à un seul prédécesseur en raison de sa nature linéaire, Kaspa lui autorise les blocs à se référer à plusieurs prédécesseurs, créant ainsi des branches. Cette technologie lui permet donc d'en faire un projet de Layer 1 hautement scalable, s'appuyant en plus comme on l'a dit en Proof of Work comme Bitcoin, rendant le tout hautement sécurisé et décentralisé. Donc vous l'avez compris, ici la promesse et la technologie sont sensationnelles. Kaspa aurait potentiellement résolu le fameux trillion de blockchain dont on parle souvent et c'est pour ça que c'est un projet
projet qui a énormément la cote et qui est autant apprécié par la communauté. De plus, le débat au sein de l'écosystème entre Proof of Work et Proof of Stake fait toujours beaucoup de bruit et qu'un projet aussi performant soit basé sur un bon vieux Proof of Work, ben ça ravit clairement les fans crypto de la première heure. Un élément aussi important à prendre en compte pour comprendre la hype du côté de projet, c'est que depuis qu'Ethereum est passé en Proof of Stake, beaucoup de mineurs se sont retournés vers des plus petits projets pour pouvoir continuer à miner des cryptos grâce à leur puissance de calcul, et je pense que Kaspa a dû nettement en profiter, surtout qu'en plus, malgré le fait que le hash rate augmente, le token reste parfaitement rentable à miner. Justement, en transition toute faite, parlons à présent du token CAS. Le CAS est donc le token natif du projet Kaspa, donc tout comme son modèle BTC, le CAS n'a subi ni de préminage, ni d'ICO, ni de prévente. Non, ici tous les tokens qui sont mis en circulation sont ceux qui ont été minés et vendus par les mineurs. Donc là, c'est un point très positif, vu qu'on n'a pas une team qui va détenir une trop grosse part de la supply et qui pourrait dump ces tokens sur la tronche des retail, comme ce qui est largement fréquent au sein de l'écosystème. Le token sert donc à payer les frais de transaction sur le réseau et également participer au vote communautaire. On l'a dit, le projet étant parfaitement décentralisé, posséder des tokens permet d'émettre des idées d'amélioration ou de directement voter sur d'autres propositions faites. Par rapport à la tokenomics, actuellement lorsque j'écris et tourne cette vidéo, on a 70% de la supply en circulation, ce qui est assez élevé pour un projet dont le mainnet ne date que de 2021. Il y aura au total 28,7 milliards de tokens en circulation qui seront écoulés approximativement jusqu'en 2038, soit 15 ans après le premier bloc. On l'a dit, ici l'émission des tokens se fait via les mineurs qui vont recevoir des récompenses lors de la création de blocs. Ces récompenses, à l'instar du BTC, subissent des halvings, sauf que là du coup ça n'arrive pas tous les 4 ans mais tous les 2 ans. Tous les 2 ans, l'émission est divisée par 2 avec une diminution progressive chaque mois. Pour rester sur le token, un fait qui est très intéressant si on croit à l'expansion du projet, c'est ses volumes. En effet, le token CAS connaît de forts volumes alors que le projet n'est disponible que sur de petits exchanges. Alors maintenant, imaginez le jour où de gros exchanges vont pouvoir le lister sur leur plateforme, sentant ici qu'il y a une opportunité tellement le projet fait sensation auprès de la communauté. Et bien justement, il semblerait que cela soit prévu. Comme on me l'a gentiment partagé dans la communauté, il semblerait que le token puisse être listé sur les plus gros exchanges d'ici peu. En effet, une proposition communautaire a eu lieu pour effectuer une campagne afin de répertorier le token CAS sur le tier 1 des exchanges, donc c'est les plus gros, Binance, Crypto.com, Coinbase et autres. Et donc en amont d'un listing sur les plus gros exchanges, on pourrait là avoir une belle opportunité puisqu'on le sait, le fait d'être listé sur des grosses plateformes met forcément plus de lumière sur le projet, qui dit plus de lumière, plus de liquidité et donc une certaine pression acheteuse sur le token. C'est pourquoi il peut être intéressant de pourquoi pas s'exposer dans l'attente d'un listing. Aujourd'hui, le token est listé sur très peu d'exchanges, les plus connus étant KuCoin ou encore BitGet. Donc si après avoir fait vos recherches, ça vous tente d'investir sur le token, vous retrouverez en description mon lien d'affiliation BitGet où vous pourrez profiter de frais réduits sur vos achats et de plein d'autres avantages en tant que membre de ma communauté. Bon, revenons au projet. En somme, on a ici un projet qui est plutôt prometteur et avec une assez bonne tokenomics. Cependant, il est bon de rappeler, comme ce qu'on avait pu dire à l'époque sur Tao, dont vous retrouverez là aussi la vidéo en suggestion, c'est qu'il faut des cas d'usage. C'est bien beau d'avoir un super projet, mais s'il n'est pas concrètement utile, ça ne vaut pas grand chose. Fin mai, on avait seulement 270 000 adresses créées et en moyenne on tablerait sur 30 000 à être actives pour un nombre de 115 000 transactions quotidiennes. On est bien loin ici des plus d'1 million qu'on a sur Ethereum, mais pour une blockchain d'environ 2 ans, c'est plutôt pas mal, qui plus est en plein bear market. À titre de comparaison, à côté sur Bitcoin, on est sur 255 000 transactions quotidiennes. On peut légitimement penser pour Kaspa que lors de la reprise du marché, ces chiffres pourraient croître et donc entraîner positivement le projet. Autre point d'amélioration à mon sens, c'est l'attraction qui est encore insuffisante pour le moment. En effet, Kaspa ne prend pas en charge la création de 10 apps comme Uniswap par exemple, contrairement à d'autres blockchains de Layer 1 comme Ethereum ou Solana qui offrent via leur smart contract des fonctionnalités permettant le développement de 10 apps et donc l'utilisation active de leur blockchain. C'est en partie pour cette raison que la communauté réfléchit sérieusement à implémenter des smart contracts. Donc pour conclure, un projet qui est très prometteur mais qui doit toutefois continuer de se développer, mais voilà, j'ai fort à penser que Kaspa sera un des plus gros projets du prochain cycle, que ce soit au vu de sa proposition de valeur indéniable mais également au vu de son fort aspect communautaire. Maintenant la question c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu apprécies le projet ou alors pas du tout? Je t'invite à me le faire savoir en commentaire. Je te rappelle également que tu retrouveras en description mon lien BitGet si cela t'intéresse. Il y a également le lien de mon compte Twitter et du Discord de la chaîne. N'hésite pas également à t'abonner, activer la cloche pour être notifié lorsque les prochaines vidéos sortiront, à liker pour aider au référencement. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.